La dernière conférence de la journée, donc c'est une conférence dédiée au commerce avec pour titre développer et dynamiser son commerce vrac, partage d'expériences. Et donc on est parti pour 3 quarts d'heure d'échange et je laisse la parole à Clémentine qui va animer cette table ronde. Merci Chloé. Donc effectivement, cette table ronde porte sur la thématique donc, des commerces et globalement de la dynamique actuelle depuis 1 an et demi qui est plus compliquée qu'on a pu le vivre auparavant en 2020 ou en début 2021 où il y a eu un vrai boom du marché. Donc pour traiter cette thématique, on a rassemblé autour de la table 4 professionnels acteurs de la filière du côté commerçant détaillant, donc des indépendants, des franchisés et réseaux de magasins. Donc pour commencer, je vais vous laisser chacun d'entre vous présenter 2 minutes assez rapidement et puis ensuite on pourra aborder plus en détail la thématique d'aujourd'hui. Par correction, on va peut-être commencer. C'est moi qui commence. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Camille Fracaro. J'ai créé les Bocaux de Camille, donc une épicerie et drive engagée à Thionville, en Moselle. Et ça fait maintenant 4 ans que l'activité existe. Bonjour, moi je suis Juliette Fransquin. J'ai créé une épicerie vrac et consigne à Paris, dans le 13e, qui s'appelle Rue Juliette. Et j'ai aussi un site web qui permet de faire du click and collect et de la livraison à domicile. Bonjour à tous, moi c'est Vanessa. J'ai une épicerie donc, dans le 12e. Je fais partie des franchisés de Day by Day. Donc c'est un réseau de franchise qui fait du 100% vrac, tout simplement. Bonjour à tous, Jean-Baptiste Le Guern. J'ai créé le réseau La Mesure, juste qu'il vous faut, épicerie fine et responsable, on en parlera tout à l'heure, qui compte une quinzaine de boutiques aujourd'hui. Tu peux le garder. Merci à tous. Donc, pour poser un peu le contexte, donc vous êtes tous ouverts depuis plusieurs années, depuis plusieurs années maintenant. Donc vous avez vécu une période plus faste, on va dire, et une période un peu plus compliquée. On a pu en parler lors de la présentation de cette table ronde. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ça s'est passé pour vous, quels ont été les impacts, comment vous l'avez ressenti. Par exemple, peu importe, Vanessa, à quelle période tu as ressenti les effets et comment ça s'est manifesté ? Alors, Peut-être rapproche un peu. au moment approximativement de la réouverture des terrasses de restaurants, j'ai remarqué une baisse assez significative de l'activité. En fait, nos clients continuaient à venir pour acheter les petits déjeuners, le café, ce genre de choses. Et en termes de repas, il y avait quand même une baisse du panier moyen. Les gens se sont beaucoup tournés vers la restauration. Les plats en livraison à domicile ou les plats emportés. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué moi au sein du magasin et ça a continué à baisser jusqu'à peu près, ça s'est stabilisé après à partir de 2022 je pense. Et là on recommence effectivement à avoir un frémissement positif dans l'autre sens depuis 2 petits mois. Ça marche. Juliette, peut-être tu veux prendre la suite. Toi, donc vous êtes toutes les deux basées à Paris. Ouais. Vous avez donc franchisée indépendante. Toi, comment ça s'est manifesté et à partir de quand Moi, ça s'est manifesté assez vite puisque j'ai pas donné la date d'ouverture. J'ai ouvert en décembre 2020, donc en plein 2e confinement. Donc là, tout le monde était à la maison, tout le monde faisait à manger et ils étaient bien contents de nous trouver. Et la semaine même de réouverture des bars et des restos, moi qui étais en pleine croissance, j'ai vu ma croissance complètement s'arrêter. J'ai pas baissé, je suis juste restée flat. J'étais pas au bout de mon chemin. Et ça a duré une petite année, cette histoire. Et par contre, moi, j'ai repris peut-être un peu plus vite. J'ai vraiment senti au printemps dernier, donc il y a pratiquement 1 an, que ça frémissait, fin de printemps. Maintenant, quoi, voilà. Et vraiment, en septembre, j'ai commencé à redécoller. Donc, je retrouve enfin la croissance que j'attendais au démarrage.
Alors moi, l'activité s'est radicalement cassée la gueule à partir de mai 2021. Ça a été mais vraiment radical. Pour le coup, nous, on était dans une grosse croissance la première année. On a ouvert en avril 2019. Et en fait, les 2 premières années, c'était la folie. La première année, on a fait mieux que notre 5e année de bilan prévisionnel. Donc, ouais, c'était vraiment, on était dans un gros boom. Et en fait, c'est vraiment retombé comme un soufflé. À partir de mai 2021, on a fait moins 40% de chiffre d'affaires. Et c'est jamais remonté. On est resté à moins 40. Donc, il a fallu réadapter les équipes, les charges. Et malheureusement, vu que ça n'est pas remonté et que c'était compliqué de tout réadapter à ce nouveau chiffre d'affaires, moi, je suis entrée en redressement judiciaire depuis décembre 2022. Voilà. Et toi, Jean-Baptiste, du coup, donc tu as une vision peut-être un peu plus globale. J'ai une vision un peu plus globale. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que sur les magasins historiques, donc moi, le premier magasin a été ouvert en juin 2016, donc il prend 7 ans cette année. Je reconnais un petit peu la même baisse qui s'est passée en mai de l'année dernière. Par contre, ce qui est intéressant et encourageant, c'est que cette baisse, elle s'est enrayée au mois de décembre et que depuis le mois de décembre, ça ne baisse plus. Et ça a même, on connaît même du coup une croissance là sur mars-avril qui a été intéressant. Alors je mets quand même mai entre parenthèses parce que j'attends de voir les chiffres, mais on a quand même un mois de mai qui est catastrophique en termes d'activité commerciale avec les ponts, etc. Donc je ne pense pas qu'on performera en mai, mais c'est plutôt lié au calendrier. Donc je rejoins oui, cette forte activité qu'on a tous connue avant Covid. J'ai eu moins de baisse. Je pense qu'on était plutôt autour des moins 15, moins 20, mais c'est aussi peut-être parce qu'on avait des magasins historiques. Néanmoins, tout ça, on ne peut pas le comparer avec tous ces magasins qui sont ouverts en 2021, 2022, parce qu'il n'y avait pas l'historique client et les habitudes clients de ces autres magasins. Dans une conjoncture du coup beaucoup plus délicate, et en fait on se rend compte que tous ces magasins peinent toujours à trouver leur rythme de croisière, à aller chercher leur clientèle, etc. Donc voilà, il y a vraiment deux volets, et ceux-là, aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, ne sont pas encore sortis de l'auberge. Il y a des frémissements, mais c'est toujours pas le niveau des magasins historiques. Oui, c'est sûr que en fait, la période 2020-2021 avec le Covid a eu un réel impact sur la façon de fonctionner et le volume d'activité de ces commerces-là. On a un rapport à la consommation qui a été complètement transformé et mis entre parenthèses qui a été particulier pendant cette période et qui donc a de nouveau été transformé suite à la réouverture des terrasses. C'est quelque chose que vous constatez tous, à des niveaux d'intensité différents, mais que vous constatez tous. Et donc là, on repart sur une base peut-être plus réelle que ce qu'on a pu vivre durant cette période particulière. Mais en tout cas, on voit des signaux positifs chez chacun d'entre vous. Et c'est tout l'objet de cette conférence, c'est de se dire, voilà, on a vécu une période compliquée, on n'est pas sorti d'affaires, mais on a des signaux qui sont très encourageants. Et c'est ce qu'on va voir avec vous. Quels sont les axes de développement? Quelles sont les perspectives sur lesquels on peut s'appuyer pour se dire, voilà, le commerce de vrac de demain, ce sera ça, ou en tout cas, on pourra s'appuyer sur telle ou telle modalité pour encourager le développement de son activité. Donc on va maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous avez mis en place et qui a permis vraiment petit à petit de repartir, d'avoir de nouveau des signaux positifs. Vanessa, toi par exemple, au sein de la franchise Day by Day, il y a des choses que toi tu as mis en place de façon autonome, on va dire, et puis il y a des choses qui ont été mises en place aussi au sein du réseau. Je pense à l'expérimentation Bindi avec tout ce que ça a engendré. Comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, au sein de la franchise, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour essayer de s'adapter à la nouvelle façon de consommer des gens. Les gens avaient besoin de facilité, de prendre moins de temps à faire la cuisine. En fait, ils voulaient du tout prêt. Ils voulaient simplement ça. Donc, on a travaillé avec Bindi. Ils ont beaucoup travaillé à nous proposer effectivement des mélanges tout prêts
qui se préparait en 15 minutes. Ça nous a permis de donner un axe de progression à ce niveau-là. On a beaucoup communiqué là-dessus. On a aussi communiqué au niveau prix, parce que malheureusement, dans beaucoup de cas, on se rend compte que les gens pensent que le vrac est plus cher que l'emballé, ce qui est archi faux. Sauf qu'il faut comparer ce qui est comparable. Donc la franchise nous a mis en place une communication là-dessus en nous mettant des prix à la dose pour bien faire comprendre aux gens en fait que je prends une dose de soupe par exemple, ça me coûte 1 €. Donc ça permet de communiquer effectivement sur les prix, parce que malgré tout c'est quand même ce qui est assez important aujourd'hui. Et ça a permis, je pense, de maintenir un certain cap et de montrer en fait à la clientèle qu'on avait des possibilités de rebondir sur d'autres sujets afin de s'adapter au mieux à la nouvelle consommation qui est en train de pointer le bout de son nez. Après, moi, personnellement, j'ai mis aussi d'autres choses en place à me diversifier sur certains produits. Par exemple, à la sortie des premiers confinements, moi, j'avais pas les fruits et légumes dans mon magasin, j'avais que du vrac en sec. Et c'était aussi une demande de la clientèle de trouver des fruits et légumes pour pouvoir faire d'une pierre deux coups plutôt que d'aller dans un autre magasin. Donc ça a été quelque chose qui a permis aussi d'avoir un axe de progression différent. Et récemment, j'ai également mis en place de la consigne, ce que connaît très bien beaucoup de monde ici. Chose qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent chez Day by Day. Et là, c'est vrai qu'il y a des produits qui ne sont pas vracables. Et le fait de pouvoir les trouver, de trouver l'alternative en consigne, ça plaît quand même pas mal et ça permet de faire augmenter le panier moyen de nos clients. Merci. Juliette, Vanessa, tu parlais tout à l'heure de la facilité qui était demandée par le client. Juliette, c'est quelque chose que tu as constaté toi aussi. Et comment tu as géré ça et qu'est-ce que tu as mis en place? Alors en termes d'offres, moi je suis pas une grande cuisinière à la base. Okay. Donc le côté tout prêt, ça a été dès le départ. Donc Bindi, je les avais tout de suite. Et effectivement, la consigne également. C'est-à-dire que moi, j'ai tout de suite imaginé le magasin avec une offre complète. En fait, je l'ai monté en fonction de tout ce qui m'embêtait moi. C'est-à-dire que oui, je voulais bien réduire mes déchets, j'étais là-dedans et je suis partie de mon expérience de consommatrice. Donc moi, aller faire 5-6 magasins pour aller acheter sans emballage jetable, c'était ingérable. Et donc, en fait, dès le début, il y avait beaucoup de consignes dans le magasin. Alors aujourd'hui, il y a quand même un peu plus d'offres qu'il y a 2 ans, en 2 ans et demi. Et ça me simplifie la tâche. Après, nous, on a dès le début reconditionné dans la boutique certains produits en vrac. Typiquement, le miel, la pâte à tartiner, etc. Franchement, en vrac, ça se fait. C'est chiant. Voilà. Donc, du coup, nous, on remet dans des petits bocaux, voilà, par exemple. Et puis parce que j'avais cet objectif de digital aussi dès le début, de le fait, ça passe par la consigne. Donc il fallait qu'on puisse scaler ce truc-là et donc la boutique a servi de base à ça. Ça c'est en termes d'offres. Moi les fruits et légumes, je les ai fait dès le départ en me disant voilà, ça évitera qu'ils aillent ailleurs en acheter. Et on a mis en place, ça m'a bien fait décoller ou redécoller. C'est la crèmerie. Voilà. Donc à la fois avoir du fromage à la coupe, mais aussi maintenant des yaourts consignés, du lait frais consigné, enfin du lait consigné. Voilà. Et aujourd'hui, on a... alors après, moi je cherche les petits pâtés en consigne, je ne les ai pas encore. Mais j'ai les saucissons, 0 déchet. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'être capable de couvrir tout le spectre. Et donc ça, c'est en termes d'offres. Après, moi, ce qui m'a fait aussi redécoller, ça a été de sortir de la boutique. C'est-à-dire que le jour où j'ai mis en place, j'ai senti le truc frémir, repartir au moment où j'ai mis en place mon étalage à l'extérieur. Alors oui, ça coûte, ça coûte les impôts locaux, etc. Clairement, ça vaut le coup. Enfin, moi, j'hésite même pas une seconde. Et à tel point que là, cette année, maintenant, j'ai une terrasse estivale. Enfin, je suis dans Paris, donc il y a les terrasses estivales.
Donc c'est pareil, il faut demander le cabis, machin, petite restauration. Donc c'est contraignant. Aujourd'hui, je vends quelques cafés par jour, mais je m'en fiche parce qu'on me voit. Et en fait, l'objectif, c'est de devenir vraiment quelqu'un d'important dans le quartier et que les gens, en plus, pour venir chez moi, il faut qu'ils fassent un détour, donc qu'ils aient envie de le faire. Voilà. C'était un peu ça le pari, et je pense que, en tout cas, voilà, il faut vraiment briller de tout feu pour que les gens viennent vous voir. Et tu disais par rapport à ton quartier plus particulièrement, c'était un quartier dans lequel il n'y avait pas forcément d'autres commerces. Non, enfin il y a des commerces, mais pas du tout du même type. On est plutôt entouré de l'ICA mobile et autres. Enfin, c'est pas un quartier avec des commerces de bouche. Enfin voilà, le seul truc qu'il y a, c'est un Franprix. Le quartier commerçant, il est un peu plus loin. Donc il faut vraiment que les gens fassent la démarche de descendre cette rue, qui est pas très longue, mais je suis pas au cœur du quartier commerçant. Mais voilà. Après, il y a aussi un truc dont on parlera peut-être après, c'est de tenir. Et donc, en fait, il y a des choses à mettre en place, je pense, dès qu'on se lance, pour tenir la distance. Moi, aujourd'hui, je commence enfin, au bout de 2 ans, à récolter du vrai bouche à oreille. Des gens qui disent « Ah, bah, c'est mon voisin, c'est mon copain qui m'a parlé de vous. Ah, bah, je passais jamais par là. » Voilà. Et puis après, ils découvrent la terrasse mignonnette et qu'on peut prendre un café en faisant ses courses. Et voilà. Et on a envie de revenir. Donc là, on est sur de l'expérience client en plus de simplement le commerce vrac. Toi, Camille, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se recouper avec Juliette, mais dis-nous-en un peu plus. Oula. Il n'avait pas envie de m'entendre parler, je crois. Moi, j'ai décidé déjà de changer un peu mon image de marque parce que j'ai eu la sensation que le vrac effrayait beaucoup et souffrait d'une image un peu négative. Et donc, j'ai décidé de changer ma signature de marque, on va dire. Donc, les bocaux de Camille, avant, c'était épicerie vrac et drive zéro déchet. Et je suis sortie de ça. Maintenant, je suis épicerie et drive engagée. Donc ça m'a permis déjà de changer un peu mon axe de communication et de peut-être faire un peu moins peur, entre guillemets, pour les personnes pour qui le zéro déchet, ça fait un peu flipper parce qu'on ne sait pas comment ça marche, parce que c'est restreint vraiment à un secteur de niche. Et ça m'a permis aussi d'élargir mon offre. Donc en fait, j'ai gardé le concept du vrac, du zéro déchet, des produits solides, etc., ou consignés, mais j'ai agrandi mon offre avec aussi des produits préemballés. Ça m'a permis d'avoir plus de produits et d'élargir vraiment toute ma gamme. Donc maintenant, je fais aussi des conserves, des bocaux, de la charcuterie sous vide. J'ai accepté d'aller un peu au-delà du zéro déchet, de ne plus me restreindre au vrac et au zéro déchet. Et du coup, ça me permet d'attirer plus de monde dans mon magasin parce que je ne suis pas que vrac zéro déchet. Et ma clientèle que j'avais déjà, maintenant, peut faire toutes ses courses dans mon magasin, quasiment toutes ses courses. J'ai fait un sondage auprès de mes clients, j'aurais demandé mais pourquoi est-ce que vous allez encore dans des magasins bio, qu'est-ce que vous pouvez pas trouver chez moi en fait. Et du coup, à partir des réponses qu'ils m'ont apportées, j'ai agrandi l'offre du magasin. Donc ça, c'était les 2 axes. Et effectivement, j'ai pu augmenter mon panier moyen de 2 € grâce à l'élargissement en fait de mon offre. Et ça a été très bien accueilli par les clients. J'avais un peu peur au départ que on se fasse un peu taper sur les doigts en mode « Ah, mais avant vous étiez zéro déchet, maintenant vous avez du plastique ». Il y a quelques produits, effectivement, on a un peu de plastique maintenant dans le magasin, mais en fait, il y a un moment, il faut s'adapter, parce que c'est ça où on crève, en fait. Donc voilà. Et, ça, c'était ma première décision, on va dire, de changement. Et après, les choses mises en place, il y a le côté digital où on travaille beaucoup sur le référencement et sur le site internet pour le click and collect, le drive piéton, en fait. Et il y a le côté merchandising. Ça, c'est un truc que je pense que c'est important de s'inspirer de la grande distribution parce que ils ont beau vendre de la merde, je pense qu'ils savent comment ça marche en fait, voilà, ils sont toujours là et je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre de la grande distribution et refaire ses rayons, ses rayonnages, changer son magasin régulièrement, je pense que c'est très positif. Donc c'est ce qu'on essaye de faire maintenant tous les 2-3 mois, de changer complètement un rayon. Ça permet
d'apporter de la nouveauté. Les clients voient des produits qu'ils n'avaient pas vus avant, voire carrément changer 2 rayons entre eux dans le magasin. Au départ, les clients sont pas contents entre guillemets parce qu'ils sont un peu perturbés dans leurs habitudes, mais n'empêche que dans la grande distribution, ça se retrouve. Les chiffres disent bien que les clients râlent, mais ça fait monter le chiffre d'affaires. Donc bon, ça marche. Voilà. Et après, il y a le côté expérience client aussi, qui est très important. Nous, on apporte une grande importance à la dégustation produit. Tous les samedis, on fait déguster un produit, une nouveauté dans le magasin. Et en fait, on a mis aussi vraiment en avant notre produit phare. Donc ça va un peu avec le côté communication dont je parlais tout à l'heure. J'essaye d'apporter un côté un peu fun et sexy maintenant au concept. Et du coup, on met vraiment en avant la gourmandise. Nous, notre produit phare chez les Bocaux de Camille, c'est une pâte à tartiner. C'est genre vraiment, bon, c'est une tuerie, clairement. C'est un produit qui est fabriqué en Moselle, donc local, petit producteur artisanal. Et maintenant, je briefe mes équipes. Quand on présente le concept, quand il y a un nouveau client qui vient dans le magasin, bon, on explique rapidement comment ça marche. Et surtout, vous connaissez notre produit phare, vous connaissez notre pâte à tartiner, vous l'avez goûté? Venez, on vous accompagne, on vous fait goûter. Et il y a un taux de transformation de 100%. C'est-à-dire que tous les clients qui dégustent la pâte à tartiner repartent avec un petit pot. Et là, c'est aussi l'intérêt d'avoir du conditionné, parce que les clients qui viennent la première fois, le vrac, pareil, ils ne savent pas trop comment ça marche, ça peut paraître un peu contraignant. Si on leur propose déjà le petit pot de pâte à tartiner de 200 grammes à moins de 10 balles, ils ont dégusté, ils aiment bien, ils repartent avec. Donc voilà, le côté de dégustation et expérience client, ça a fait ses preuves. C'est vrai que la dégustation, c'est vraiment clé. Déjà, pour faire connaître toutes tes nouveautés. Moi, je ne suis pas sur 100% pâte à tartiner, mais on en fait beaucoup. Moi, j'ai été très frustrée de ça pendant toute la période Covid. On n'osait pas faire de dégustation. Aujourd'hui, dès qu'on peut, on fait venir les partenaires. Alors là, c'est génial quand tu les as à côté de toi. Et s'ils ne sont pas là, c'est pas grave. On fait déguster leurs nouveautés. Et puis, effectivement, la gourmandise, c'est... Voilà, on est épicier, quoi. Justement, Jean-Baptiste, tu parlais, en introduction, tu as glissé le terme épicerie fine et le positionnement que vous prenez petit à petit. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Camille, sur ce positionnement d'épicerie gourmande avant tout. Vous êtes des commerces du quotidien et des commerces alimentaires, et la gourmandise, ça parle à tout le monde. Oui, alors il y a énormément de choses qui ont été dites. Je me rejoins un petit peu dans tout ce qui a été dit. En plus, moi, sur le réseau, l'approche n'est pas tout le temps la même. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette putain de crise, parce qu'on va l'appeler telle qu'on l'a tous subie, elle nous a permis de se remettre en question et de se dire qu'en fait, on était sur un concept de vrac qui a marché, qui marche toujours, mais qui, hélas, ne suffit plus. Et ça nous a permis à tous, en tout cas, de se dire on sort la tête de l'eau et on va essayer de trouver des idées et mettre en place des solutions. Alors, il y en a plein qui ont été expliquées là, donc je ne vais peut-être pas revenir dessus. Mais moi, il y avait une chose importante, c'était que le commerçant n'est pas qu'un simple commerçant, il doit devenir commercial. Et je l'entends dans ce sens-là parce qu'il faut sortir. Chez nous, on a de plus en plus de magasins qui ont bien compris qu'on peut travailler le panier moyen, c'est pas un problème, mais le panier moyen, il a sa limite et il faut aussi l'accompagner de trafic. Et quand ce trafic, il vient pas jusqu'à chez nous, il faut aller le chercher dehors. Alors c'est peut-être facile à dire, mais il faut aussi le faire. En tout cas, il faut se donner les moyens de le faire. Et on a plusieurs expériences, nous, où on a mis des corners. Alors ça va dans des grands magasins, aussi bien dans des campings. On a aussi accompagné des supermarchés coopératifs où on gère toutes leurs problématiques vrac, parce que sur la partie vrac, il faut quand même être conscient qu'on a une expertise. Et cette expertise, elle vaut pour tout le secteur, là où on évolue, là où on a notre marché. On parlait de la rue, notre quartier, etc. On peut être expert de ce vrac aussi pour nos amis commerçants qui sont bouchers et qui peuvent avoir besoin d'épices, distribuer des épices, et nous faire cette vente complémentaire chez eux. Ça, c'est la première chose qu'on a mis en place. Après, Camille l'a justement dit, en faisant tourner les rayons, il y a aussi, pour moi, un parcours client qui doit être revu. On a commencé avec des magasins, on avait tous à peu près 300, 400, 500 références. Puis en fait, quand on fait le tour, on a tous 1200, 1500. Enfin,
en fait, on répond à chaque demande de nos clients. C'est ce qui fait notre force, c'est notre proxy, et ils viennent aussi parce que voilà, on répond à ces demandes. Mais il faut aussi que le client ne soit pas perdu quand il vient dans le magasin. Et le nombre de fois où on a entendu des clients dire « Ah, votre magasin, il est super, il est top », bah ouais, pourquoi tu n'as rien acheté ? On l'a tous vécu, et en fait, c'est aussi parce qu'il y a une lisibilité du magasin qui n'est pas claire. Donc nous, on travaille en ce moment beaucoup à redéfinir des secteurs, des univers qui soient bien précis. Tu parlais tout à l'heure de ça de Bindi, on le fait aussi, nous, parce qu'on s'est rendu compte que tu as des gens qui viennent juste pour avoir des plats cuisinés, des plats préparés. Et en fait, si on les met à côté des lentilles, des haricots, allez comparer une préparation Bindi à des lentilles, on parlait de prix, c'est 10 fois plus cher. Le client ne va pas le prendre. Alors que si c'est identifié dans un univers, plat préparé tout prêt, etc., et qu'on parle de prix à la portion, parce que ça, on peut se l'autoriser, et quand on parle d'un prix à la portion, donc d'un plat cuisiné à moins de 2 euros, ou moins d'1 euro pour certains, ça parle un peu plus aux consommateurs. Ils disent « Ah ouais, du coup, si je prends un... » Bon, voilà. Et donc tout ça, en fait, on se rend compte qu'on le met en place parce qu'on est obligé de le faire. Donc c'est quand même plutôt sympa parce qu'on fait un peu grandir notre concept. Et bien sûr, on parlait d'épicerie fine quand tu m'as introduit. Oui, on ne peut pas se passer de l'achat impulsif. Et l'achat impulsif est difficilement transposable au vrac. Donc comme il est difficilement transposable, je pense en tout cas que nous, dans nos concepts, il est nécessaire d'apporter un produit conditionné. Alors ça peut être des tartinables, ça peut être de la pâte à tartiner. Sincèrement, nous, on a même une centrifugeuse à pâte à tartiner. Si le pot est déjà rempli, avec un prix dessus, les gens vont prendre le pot. Si le pot n'est pas rempli, ça va être bien plus compliqué de vendre la pâte à tartiner. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut remettre à jour, il faut retravailler sur notre concept, etc., pour attirer la clientèle. Et ça revient. Donc ça marche. Enfin, toutes ces idées sont bonnes parce que ça marche. Super, merci à tous. Ça passe très vite, il est déjà 45. Non, mais ça a commencé à 17h. Ah oui, non, c'est bon, on fait. Super, c'est moi qui me mélange dans les pinceaux, c'est pas grave. Oui, donc on a abordé plein de thématiques différentes. On a abordé l'offre, on a abordé l'expérience client à la fois sur le volet facilité et dégustation, et aussi attitude commerçant qui facilite ses achats en magasin. On a parlé positionnement. Sur le volet digital, on en a parlé un peu en filigrane, mais on n'a pas tellement creusé cette thématique-là. Comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est une perspective d'avenir ? Oui, non, de développement de chiffre d'affaires ? Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Juliette ? Je crois que c'est même Camille qui est le plus dessus aujourd'hui. Mais enfin, là, on a la tournée, le fourgon, qui sont des très beaux exemples. Moi, clairement, j'y crois. Enfin, aujourd'hui, on voit qu'il y a un espèce de grand écart qui est fait entre une consommation très responsable, etc., et puis des gens qui se font tout livrer à domicile. On peut peut-être essayer de les réconcilier. En tout cas, moi, c'est aussi le pari que je fais. Donc moi, effectivement, quand je livre, c'est du 100% consigne. Voilà, on reconditionne et les gens, ils achètent un bocal de pâtes ou un bocal de lentilles, aussi bien qu'une bouteille de lait ou de jus de fruits, tout consigné. Et c'est totalement possible. Donc après, c'est une histoire de moyens. Quand on est un petit épicier, on n'a pas encore des gros moyens. Je pense que c'est vraiment une filière qui peut avoir de l'avenir, qui peut aussi correspondre à l'ambivalence des gens qui ont envie de faire bien, mais qui ont... clairement, on est tous un peu paresseux. Hein. Et voilà. Et donc, ça peut faciliter, au moins pour une certaine frange de population, le côté je fais bien. Et en même temps, ça ne me prend pas du temps. Voilà, pour ceux qui n'ont pas envie, en tout cas. Après, moi, je crois quand même que le commerce de proximité a de très grands et très beaux jours devant lui. Et je pense que c'est plutôt une complémentarité qu'il faut rechercher. Moi, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir ouvert un magasin et de ne pas m'être lancée uniquement sur Internet. Ne serait-ce que l'expérience qu'on délivre, on en parlait, elle est précieuse. Et aujourd'hui, il y a aussi ceux qui se sont lancés en full digital qui ouvrent des magasins. Donc, il y a bien les deux qui doivent cohabiter, donc soit au sein d'une même structure, soit des structures qui seront dans tous les cas complémentaires.
Moi, du coup, j'avais lancé le Drive 1 an après l'ouverture de l'épicerie, donc en mai 2020. Et donc c'est tombé la bonne année, hein, parce que il y en avait plutôt besoin de Drive au moment du Covid. Mais au départ, on avait lancé une espèce de plateforme un peu dégueulasse, histoire d'avoir un truc à proposer en ligne. Donc ça a été le gros projet de 2022. En fait, on a travaillé sur un nouveau site internet qu'une agence nous a fait complètement sur mesure, de A à Z. Parce que le principe de consigne sur un site e-commerce, c'est pas forcément évident à mettre en place. Et donc en novembre 2022, on a sorti un tout nouveau site internet. Et en fait, là, moi, je continue à travailler beaucoup sur le côté digital parce que il y a à la fois le côté apporter une solution aux clients qui cherchent justement à pas avoir de contraintes et à faire des courses rapides facilement, etc. Et il y a aussi la question de la visibilité. Là, moi, je suis en ce moment... Alors, il y a une agence qui m'a fait le site internet. Et en ce moment, je suis accompagnée par une agence digitale qui m'aide à travailler mon référencement. En fait, là, je travaille beaucoup sur l'optimisation de chaque page de mon site internet avec des mots-clés pour ressortir en fait, dans les recherches. Par exemple, donc moi, je suis à Thionville. Je travaille mes pages pour ressortir quand quelqu'un tape boulangerie à Thionville ou fromagerie à Thionville ou pâte à tartiner en Moselle, voilà, par exemple. Mais ouais, l'histoire du référencement, je pense que c'est super important. Donc le digital, c'est une piste. Par contre, je pense que il faut aller vraiment, il faut travailler à fond dedans. C'est-à-dire que si tu as un site vitrine, bon, c'est bien, c'est essentiel parce que tout le monde regarde ta vitrine sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment. Mais pour que ça décolle et que ça génère vraiment des ventes et que ça te fasse éventuellement aussi du trafic en magasin, je pense qu'il faut bosser le référencement de ton site Internet pour bien ressortir dans les recherches Google. Merci Camille. Jean-Baptiste, toi sur le positionnement en ligne, lorsqu'on a préparé la table ronde, tu avais une position plus tempérée, mesurée, tout à fait, jeu de mots, sur le côté digital. Je te laisse nous en parler. Ouais, je suis plus mesuré. Alors, il est indispensable, c'est sûr, sur la partie vitrine. Il est indispensable pour se faire connaître, pour savoir où on est, etc. Par contre, on reste pour moi, c'est très personnel ce que je dis là, on reste un commerce de proximité dont 50% du chiffre d'affaires est fait par ce qu'on représente nous. Et donc les gens consomment un peu aussi pour venir nous voir. Et je suis désolé, sur Internet, j'arrive pas à me mettre physiquement sur Internet pour... voilà. Donc, ça crée déjà une rupture. Et force est de constater que nous, on a développé ce site marchand aussi, qui mériterait d'être mis à jour. Et en effet, comme tu le dis, il faut passer un temps fou, et ça nécessite un temps fou pour le tenir à jour. Et je trouve que le résultat chiffré quantitatif, il est très faible. Sur 15 magasins, si on a une vente tous les 2 jours, c'est bien. Bah, c'est pas avec ça qu'on va vivre. Hein. Donc, bien entendu, c'est évident pour une lisibilité, pour le web est indispensable. Par contre, je pense que des communications sur des réseaux, etc., sont bien plus pertinents. Et je ne suis pas sûr, en effet, que demain, ça soit une part importante de notre activité. Donc, je suis très mesuré. Ouais. Ça marche. Côté Day by Day, on n'en a pas forcément parlé, mais vous avez une partie en ligne ou c'est pas quelque chose qui est très développé? On a effectivement une partie en ligne au bon vouloir de chaque magasin qui souhaite se lancer dedans. Moi, je l'ai lancé il y a 3-4 mois. Ça décolle pas du tout. Je pense que c'est bien parce qu'on est toutes les deux sur le sujet, mais toi, ça marche très bien. Enfin, comparé à moi, ça peut pas être... ouais. Moi, ça marche pas du tout. Après, c'est vrai que je ne communique pas dessus et je pense que la communication, elle est très importante, mais c'est quelque chose... Je suis pas très familière de ça. Et moi, si j'ai fait ce métier, c'est pour avoir un contact avec les gens. Et je te rejoins sur ce que tu disais. Effectivement, c'est nous, dans nos commerces, qui devons donner envie aux gens de venir.
Alors forcément, ça peut passer par le côté digital, c'est indispensable. Mais dans ma vision des choses et par rapport à ce qui me paraît le plus familier, le plus facile pour moi, ça sera peut-être plus du réseau social que effectivement un site internet à alimenter pour que les gens fassent des commandes dessus. Pour moi, c'est compliqué. Voilà. Et puis ce qui est peut-être difficile aussi sur le volet en ligne, c'est la capacité à savoir quel client en magasin vous vient parce que il a fait un panier en ligne et puis il s'est dit oh ça sera plus simple si je passe. Donc on va peut-être donner le mot de la fin. Donc là on est dans une période qui semble montrer des signes positifs. Alors ça peut être léger, mais en tout cas c'est positif. Si vous deviez donner chacun un axe sur lequel vous croyez dur comme fer on a abordé plein de sujets, mais si vous un ou deux, grand max, pour dire, bah voilà, moi je mise là-dessus, le commerce vrac de demain, il devra miser sur cet axe-là ou ces deux axes-là, ce serait quoi ? Mais moi je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment ça, c'est le parcours client, la lisibilité produit et l'accompagnement du vrac avec le conditionné. Les deux doivent rentrer maintenant dans notre modèle, c'est évident, parce qu'on a besoin en instant d'achat, en tout cas en découverte produit, de se dire bah tiens, je prends le conditionné et ensuite ce conditionné, je vais revenir avec quand il sera vide et je le remplirai avec mes trémies. Et pour moi, ça, c'est notre axe de communication et de développement pour l'année 2023. Et en tout cas, sur les premières marques avec lesquelles on le pratique, et ben, force est de constater que ça marche. Je dis quoi, moi, maintenant ? Ouais, ça va être redondant, mais effectivement, pour moi, c'est faciliter l'expérience client. Ne pas abandonner le vrac, bien évidemment, parce que pour beaucoup de gens, c'est aussi une solution en termes financiers. Mais se réorienter sur des choses qui vont être facilitantes, comme tu l'évoquais, Camille, tout à l'heure, de pré-emballer en format consigne. Je pense que finalement, ça va être effectivement l'une des solutions sur du plus long terme. Ouais, en termes d'offres, effectivement, alors moi je ne fais pas d'emballé non consigné, mais en tout cas facile, vraiment aller sur la facilité, dans tous les cas, tout ce qui peut faciliter. Et après, bah, toi, tu as parlé de grande distribution en modèle. Moi, je pense que les modèles, ils sont aussi dans tous les commerces de proximité qui marchent. Les gens viennent, comme tu le disais, pour nous, beaucoup. Et donc les recettes du bon caviste du coin, du bon fromager du coin, mais inspirez-vous-en, quoi. Enfin, vraiment, qu'est-ce qui fait que les gens vont chez ce commerçant et échanger avec les gens qui vous entourent, enfin les autres commerçants qui vous entourent pour tirer les recettes. On est beaucoup à être dans des mondes de reconversion professionnelle. On n'a pas tous 40 ans ou 30 ans de commerce de détail derrière nous. Ben voilà, faut aller voir comment ils ont fait les autres, quoi. Oui. Non, voilà, je pense que tout a été dit. Donc je dirais que l'avenir du vrac, c'est la pâte à tartiner. Voilà. Merci à tous les quatre. Ce sera donc le mot de la fin. Voilà. C'est dommage que tu n'en aies pas rapporté en dégustation. Mais merci à tous les quatre d'avoir pris le temps de partager vos expériences sur ce que vous avez vécu, ce qui fonctionne. On espère que ça vous a tous inspiré, donné envie de mettre plein de choses en place. Et puis voilà, on vous souhaite un très bon salon.